c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le jour J et bientôt l'heure H pour la Réserve fédérale américaine qui est attendue avec une hausse de 50 points de base ce soir. Décision à 20h heure de Paris. Conférence de presse de Jérôme Powell à partir de 20h30. Jérôme Powell qui pourrait encore surprendre peut-être les marchés par une communication toujours plus agressive. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer de la séquence banque centrale du moment, avec plusieurs banques centrales secondaires, certes, mais qui continuent de surprendre le marché. Dernier exemple en date, c'est quand même la banque centrale indienne ce matin, qui a surpris avec une hausse de taux surprise, en l'occurrence, qui n'était pas anticipée aujourd'hui par les marchés et les investisseurs, une remontée de son taux d'intérêt directeur de 40 points de base pour faire face à une inflation importante en Inde. La Royal Bank of India a précisé qu'il fallait voir cette décision comme étant positive pour la croissance. Il faut aujourd'hui lutter contre l'inflation dans les pays émergents également. Et l'Inde a donc délivré ce matin sa première hausse de taux depuis juin 2018. La Fed à suivre donc ce soir dans un contexte où marché du travail américain est encore très très tendu. On l'a vu hier avec les ouvertures de postes, les jobs vacants aux États-Unis pour le mois de mars. Ayez cette règle en tête aujourd'hui. Pour un chômeur américain, aujourd'hui, il y a 2 postes vacants à pourvoir, ce qui montre bien le niveau de tension qui existe sur le marché du travail aux États-Unis et les phénomènes inflationnistes qui peuvent en découler. Du côté de l'Europe, c'est un jour de sanctions à nouveau, des nouvelles sanctions qui sont proposées par la Commission européenne, le 6e paquet de sanctions contre la Russie, bien sûr, qui prévoit notamment un embargo ordonné, progressif sur le pétrole et les produits dérivés du pétrole russe d'ici la fin de l'année. On ne parle pas encore d'un embargo sur le gaz, simplement le pétrole et les produits pétroliers, et puis des sanctions encore contre le système bancaire russe, avec la proposition d'intégrer de nouvelles banques au régime de sanctions déjà existant, dont la première banque russe, Sberbank en l'occurrence. Sur les cours du pétrole, on notera une réaction de marché assez significative. On voit un rebond de plus de 3% sur les cours du pétrole à la mi-journée. Et puis dans ce contexte, on parlera de stratégie d'investissement. Évidemment, il y a beaucoup de raisons d'être prudent, voire pessimiste aujourd'hui sur les marchés. La question de savoir si on n'a pas basculé dans une forme d'excès de pessimisme, même si la situation est compliquée. Et peut-on envisager un rallye de bear market dans ce contexte? Voilà un des sujets dont nous discuterons pendant cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, des marchés qui sont dans l'attente de la décision de la Fed ce soir. Les infos clés donc avec Alix Nguyen. Le CAC avance tout en prudence et connaît de nouveaux dégagements alors que la décision de la Fed se profile. Peu d'enthousiasme donc quant à l'accélération en zone euro de la croissance de l'activité dans les services. L'indice PMI S&P Global s'est apprécié de 0,1 point à 57,7 en avril, soit un plus haut de 8 mois. La Banque centrale américaine s'apprête à relever ses taux d'intérêt de 50 points de base. On attend aussi des indications quant à la prochaine réduction de son bilan. À 20h sera donc publié son communiqué, suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de Jérôme Powell. Mais avant cela, toujours aux États-Unis, seront publiés cet après-midi l'enquête ADP, la balance commerciale, l'indice PMI Service, l'ISM Service et les stocks pétroliers. Sur le plan des valeurs à suivre, le titre de Solvay est en nette hausse après avoir publié au premier trimestre des ventes records et un bénéfice net en forte hausse. Le chimiste relève pour 2022 ses prévisions d'excédent brut d'exploitation sous-jacent. Vallourec avance dans le vert sous l'effet de l'annonce du redémarrage partiel de l'exploitation de la mine de fer située au Brésil suite à un accord des autorités minières et ce pour une période de 3 mois. Du rouge pour EDF si le groupe fait part d'une forte progression de son chiffre d'affaires porté par la hausse des prix de l'électricité, un chiffre en hausse de 62% par rapport au premier trimestre 2021. Il prévient par ailleurs que cela pourrait ne pas se traduire dans ses résultats. Et puis Total Energy est en hausse soutenue par la progression de près de 3% des cours du Brent, alors qu'Ursula von der Leyen a proposé ce mercredi à l'Union européenne une réduction ordonnée et progressive de ses importations de pétrole russe en vue d'un embargo en fin d'année.
Tendance, mon ami, 2 fois par jour, c'est avec Alix Nguyen, les infos clés sur les marchés à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Fabrizio Pagani qui est avec nous pour entamer cette émission, le responsable monde de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinic. Bonjour et bienvenue Fabrizio. Bonjour. Question stratégique et prenons un peu de hauteur pour entamer cette émission, Fabrizio. Bon, 2022 marque évidemment des bouleversements profonds dans le policy mix. C'est la dimension qui nous intéresse après des années de soutien monétaire des banques centrales qui ont été poussées à l'extrême jusqu'à la période pandémique des dernières années. Les banques centrales, la BCE n'y échappe pas, se recentrent sur leur mandat, en tout cas celui de l'inflation, qui est le seul mandat de la Banque centrale européenne. Et donc le policy mix se retrouve appauvri avec un vide abyssal laissé par les banques centrales. Et la question est de savoir quelle est l'attitude qu'on peut attendre des gouvernants, de l'action publique, des politiques publiques face à ce vide laissé par la politique monétaire dans le policy mix, à un moment où les enjeux sont peut-être n'ont jamais été aussi élevés depuis des générations, qu'on parle de la démographie, du climat, des inégalités, de la géopolitique. Oui, les enjeux sont effectivement énormes. Moi, je vais caractériser un peu la question des banques centrales, parce que pour la Fed, peut-être c'est différent, mais pour la BCE, moi, je ne vois pas la BCE complètement se retirer je ne dirais pas d'intervention, mais de la boule, des outils qu'elle a mis en place. Madame Lagarde a souligné que s'il est nécessaire, s'il y a un processus de fragmentation dans la zone euro, même des nouveaux instruments pourraient être introduits. Alors je pense qu'effectivement, les focus va être recalé sur la lutte à l'inflation, comme il doit être, parce que l'inflation est vraiment très préoccupant. En même temps, si quelque chose se passe sur les marchés du souverain, je pense que la Banque centrale sera prête à intervenir et peut-être à introduire aussi des instruments qu'on n'a pas vus jusqu'à ce moment. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'on reste très attentif. D'accord. À ça. Donc vous dites que la BCE ne laissera pas un vide aussi abyssal que ce que je décris dans le policy mix européen. En même temps, la BCE, comme elle a toujours dit, elle dit au gouvernement, c'est aussi à la politique fiscale, à la politique budgétaire de jouer son rôle. Et dans ces cas-là, je trouve que c'est un rôle différent vis-à-vis ce qui s'est passé pendant les Covid, parce que les Covid, on avait vraiment besoin d'une expansion à tous azimuts et aussi des quantités pour l'injection d'argent très, très, très élevées. Ici, je pense que, comme a dit aussi les fonds monétaires, il faut des mesures beaucoup plus ciblées sur ce qui est touché par l'inflation, par la guerre, par la montée des matières premières. Et ça va être plus facile parce que il y aura moins besoin de quantité d'argent moins élevée, mais plus difficile parce que dessiner ces mesures, c'est plus compliqué. Ouais. Il y a effectivement quand même un rôle de l'action publique qui est amené à être de plus en plus important quand même dans ce policy mix, Fabrizio. En tout cas, il y a une demande très forte des opinions publiques d'avoir des décisions politiques fortes, structurantes, parfois même peut-être radicales sur certains sujets. Alors, la première urgence pour l'Europe, c'est quand même la question de l'approvisionnement énergétique. Et là, ce n'est pas un sujet pour la Banque centrale, c'est bien un sujet pour l'Union européenne dans son ensemble. Ne serait-ce qu'à travers cet exemple, qu'est-ce qu'on peut attendre des décisions qui sont prises en ce moment, d'ailleurs, au niveau européen, face à la question énergétique, qui est la question urgente du moment, Fabrizio? Oui, c'est une décision compliquée, complexe. Même Madame Yellen, le secrétaire au Trésor américain, a invité les Européens à prendre ces décisions avec prudence. Même les Américains le font. Parce que les conséquences peuvent être très ramifiées et pas nécessairement tout compréhensibles en ce moment. En tout cas, ça me semble que pour le pétrole, on va vers un embargo progressif, mais c'est une décision de 16 heures, on verra bientôt. Pour les gaz, c'est encore plus complexe, mais les choses à faire sont pratiquement trois. Trouver des sources alternatives de gaz,
du point de vue géopolitique, l'Afrique, les États-Unis, l'Afrique du Nord, etc. Trouver des fonds, des sources alternatives d'énergie, les renouvelables, et peut-être aussi comme énergie pont aussi retourner au charbon si c'est vraiment nécessaire. Et la troisième chose, c'est la conservation énergétique, être encore plus efficient. Comment on fait dans le temps court? C'est-à-dire que Mario Draghi s'exprimait hier. Il dit l'Italie ne peut pas se passer du gaz russe avant la fin de l'année 2022. On va essayer de mettre les choses en place progressivement, mais entre-temps, il y a quand même des échéances et il y a des exigences côté russe décrétées par Vladimir Poutine avec des deadlines qui arrivent assez vite. On a déjà vu le gaz coupé pour des pays comme la Pologne et la Hongrie. Les prochaines échéances de paiement devant se conformer aux exigences russes arrivent d'ici la fin du mois de mai. Il y a donc là quand même quelque chose à résoudre dans les prochains jours et les prochaines semaines, Fabrizio. Oui, les gouvernements doivent être très actifs dans les 3 domaines que je disais. Je pense que les Mais la substitution ne va pas se faire en 15 jours. C'est pas en 15 jours, mais en quelques mois, on peut arriver à un pourcentage de substitution important. Les vrais problèmes, ce sera pas nécessairement l'automne, mais plutôt l'hiver prochain, parce que pour l'automne, on arrivera probablement avec les réserves à être suffisants. Avec le début de l'année prochaine, ça va être les moments les plus compliqués. Par exemple, l'Italie, apparemment, dans des données qu'on peut comprendre, ce ne sont pas des données officielles, je vais souligner, pourra arriver à remplacer les gaz russes d'une façon qui est entre les 70 et les 80% l'année prochaine, qui est très important. Et probablement, pour le reste, on peut le faire avec d'autres sources d'énergie et avec aussi, effectivement, de la conservation, qui est un élément très important. Au-delà de la question énergétique, comment vous voyez évoluer l'intégration européenne? Donc je comprends que la BCE sera toujours là pour préserver l'euro, la promesse est quand même toujours là aujourd'hui. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut attendre? Et je me souviens qu'au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a eu tout de suite l'idée par rapport à l'expérience Next Generation EU, c'est-à-dire l'idée qu'on arrive à monter un programme commun européen avec un financement commun de la dette mutualisée, on a tout de suite, le marché s'est dit, tiens, l'Europe va pouvoir reproduire ce schéma, amplifier encore peut-être le programme d'investissement commun avec une mutualisation toujours plus importante de la dette européenne. Est-ce que c'est encore quelque chose d'envisageable demain, d'avoir une puissance de frappe européenne, commune, plus importante encore? Oui, plus en général, je dirais que pour la partie économique, au-delà des questions de sécurité et énergétique, l'Europe est confrontée avec la question de quoi faire avec les règles fiscales. On sait que le pacte de stabilité a été suspendu au moment de la pandémie et devrait rentrer en vigueur début 2023. En réalité, dès ce qu'on peut comprendre, on pense qu'il sera suspendu encore une année. Pendant une année, on aura encore de la liberté au niveau national. Et ça, effectivement, doit être lu et interprété vis-à-vis Next Generation EU et aussi éventuellement un programme de Next Generation EU qui est dévoué à la sécurité, à l'immigration, à l'énergie, et qui est en discussion. Je comprends que les discussions ne sont pas faciles, rien n'est arrêté. On devait avoir déjà des premiers pour parler il y a quelques mois, mais ce n'ont été pas très, ils n'ont rien abouti pour le moment. Je trouve que la chose intéressante dans ces contextes est souligner que dans ces cas-là, peut-être pour la première fois, les premiers pays à en bénéficier seraient l'Allemagne, qui ce serait vraiment aussi un bon signal, parce que c'est toujours les pays du Sud, l'Italie et les autres à bénéficier des programmes européens. Une fois, ça pourrait être l'Allemagne, et ça serait vraiment la démonstration de la solidarité européenne. Et ça peut faciliter les discussions, de voir que l'Allemagne, parce que son modèle économique
n'est peut-être plus totalement adapté au nouveau monde. Question du commerce notamment et des exports avec la Chine se pose dans un moment où la Chine ralentit. La question énergétique, évidemment, l'économie allemande est encore très carbonée pour une économie de cette taille. Ça peut faciliter le compromis avec l'Allemagne sur cette question européenne ? Oui, je pense. Et il faut voir vraiment quelle sera la réaction de dirigeants allemands qui pourrait avoir aussi l'humilité de dire que cette fois, c'est à nous d'être les bénéficiaires majeurs. Je souligne que ces nouveaux programmes pourraient aussi comprendre des aides pour défendre et protéger nos démocraties. Il y a aussi une question de fausses informations, fake news et tout ça. Et tout ça, peut-être au niveau européen, peut être affronté d'une façon qui est plus efficace qu'au niveau national. Si on termine de manière un peu plus pragmatique sur les marchés et la stratégie d'investissement aujourd'hui de Musinich, au global, là, quelle est l'idée ou quelles sont les grandes idées directrices qui guident votre stratégie d'investissement aujourd'hui, Fabrizio ? Moi, je pense que la protection contre l'inflation, c'est la chose la principale. Toujours. Dans ces moments, On reste concentré sur cette idée-là. Merci beaucoup, Fabrizio Pagani, qui était avec nous en plateau, responsable monde de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinich. Poursuivons la discussion en matière de stratégie d'investissement avec Nicolas Chéron, à nos côtés en plateau également, stratégiste de Zone Bourse. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour Grégoire. Oui, le cas pratique du jour, c'est dans l'environnement complexe qu'on ne va pas redécrire, des marchés qui sont déjà très négatifs depuis le début de l'année, depuis plusieurs mois. La question étant de savoir si, est-ce que ça peut être encore pire ou est-ce qu'il y a quand même un moment des forces de rappel qui peuvent déclencher ce qu'on appelle un bear market rally. Peut-être qu'il faut expliquer ce qu'est ce concept, parce qu'on vit quand même depuis longtemps dans un énorme bull market global. Ça a changé visiblement depuis. Et qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur, justement, peut-être d'une réaction positive de marché dans un environnement qui plaide évidemment pour beaucoup de prudence, voire de pessimisme. Oui, trouvons des moyens de positiver, mon cher Grégoire, car l'optimisme n'est pas débordant dans notre industrie ces dernières semaines. Ouais. Alors, déjà, ce qu'il faut faire pour que nos éditeurs comprennent bien ce concept du bear market, rallye, etc., c'est de caractériser l'environnement. Depuis la crise de 2008, nous sommes dans un marché haussier, dans un des cycles haussiers, alors dans un des cycles économiques et un des cycles boursiers haussiers les plus longs, les plus puissants de toute l'histoire. Donc ça fait 13 ans que les marchés montent. Et pour ce faire, bien évidemment, il y a eu les résultats des entreprises qui sont montés ces 10 dernières années, mais surtout, il y a eu des injections monétaires de la part des différentes banques centrales. Et lorsque l'on superpose la courbe du bilan des différents bilans des banques centrales et qu'on la superpose avec la capitalisation boursière mondiale, on se rend compte que plus les banques centrales injectent, plus les marchés montent. Si les banques centrales arrêtent d'injecter, les marchés s'arrêtent. Et donc, depuis ce début d'année 2022, on a un changement de régime où nous sommes passés au mieux d'un marché haussier à un marché neutre, au pire au début d'une période d'un marché baissier qui peut durer 6 mois comme elle peut durer 18 mois. Et qui dépendra bien évidemment de beaucoup de sujets dont vous venez de parler avant, l'Europe, la Russie, les conflits, la reprise de la Chine, etc. On a quand même, notons-le, ajusté les actifs risqués. Et ça ne date pas d'hier. Depuis déjà 1 an, les opérateurs savent qu'à un moment, la poire pour la soif va s'arrêter, que les liquidités vont se restreindre comme peau de chagrin, et qu'à un moment donné, si vous arrêtez, j'aime bien cette image du ventilateur derrière un avion en papier suspendu, si vous arrêtez le ventilateur, l'avion ne va pas voler tout seul. Voilà. Déjà depuis l'année dernière, on en a souvent parlé ensemble ici, il y avait des dégonflements de bulles. Bien sûr. Et c'était une bonne chose. Dégonflements sur les SPAC, les IPO, les valeurs américaines de croissance qui ne gagnent pas d'argent, le côté crypto-monnaie, etc. Et en ce début d'année, on va dire que cet abaissement des leviers, dû à cette contraction un peu de la liquidité globale,
eh bien, est venu impacter aussi les grandes valeurs, les grands indices. Ça va plus loin que les seuls actifs très spéculatifs dans C'est ça. la hiérarchie des marchés. Alors, on n'a pas aidé. On n'a pas été aidé. Non. Fin février, la Russie envahit l'Ukraine. Forcément, ça met une dose d'aversion au risque supplémentaire, chose dont on n'avait pas forcément besoin à ce moment-là. Et ça vient peser globalement sur le marché. Donc, on est dans un marché, comme je vous le disais, qui est au mieux neutre, avec une chape de plomb fondamentale de long terme au-dessus de la tête et d'hypothétiques forces de rappel en dessous. La question, c'est est-ce que les forces de rappel sont dans la zone de prix actuelle ou est-ce qu'elles se matérialiseront 10 ou 15% plus bas ? Ouais. Partons du principe que nous sommes dans un marché transitoire qui passe non pas de haussier à baissier, mais de haussier à neutre. C'était mon scénario depuis le début de l'année, une année erratique. Taux ondulé, hein, c'est ça ? Voilà, la taux ondulée, le marché perd 20%, on achète, le marché reprend 20% comme le mois dernier, on sort et on fait du ping-pong dans cette zone de prix. Si on part de ce principe-là et que l'on étudie tous les indicateurs de sentiment actuels, on est dans un pessimisme relativement fort. C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, à chaque fois qu'on avait des vagues baissières et qu'on avait un petit peu de peur qui se matérialisait dans les indicateurs, on repartait. Là, on est dans une peur bien ancrée. Et ça se voit dans toutes les places économiques, de l'investisseur particulier jusqu'au gérant professionnel. Les gérants n'ont jamais eu autant de cash. Les enquêtes des investisseurs en Europe et aux États-Unis montrent que le sentiment est au ras des pâquerettes. Un pessimisme assez fort. Les indicateurs de Bank of America, Merrill Lynch, CNN Money, tous pointent dans cette zone de peur. Et de cet excès de pessimisme, sans forcément qu'on ait de bonnes nouvelles, oui. On pourrait tout simplement tenir puis reprendre de la hauteur parce que le marché pourrait se dire et si ce n'était pas pire ? Sans mauvaises nouvelles supplémentaires, ce serait déjà peut-être suffisant pour déclencher, alors quoi, quelques achats tactiques ? C'est ça qu'il faut avoir en tête, Nicolas ? C'est bien. C'est quand le marché commence à rebondir, tout de suite, évidemment, le prix, il n'y a rien de tel que le prix pour changer le sentiment. Donc, quand ça commence à rebondir, on se dit, oh là là. C'est ce que je disais, début de semaine, parce que il y a 8 jours, je demandais à mes lecteurs s'ils étaient plutôt haussiers ou baissiers. On était à 50-50. Et ce week-end, alors que les États-Unis avaient clôturé au plus bas, on avait 60% de baissiers. Et voilà, c'est ça. Donc on voit bien comment le sentiment peut vite changer. C'est toujours un peu procyclique. Ce qu'il y a, c'est que là, on a une partie des particuliers qui sont sortis, une partie des professionnels qui sont sortis. Les particuliers sont à un niveau de cash au plus haut des 10-15 dernières années. Donc, il peut y avoir des achats tactiques. Donc, le fameux bear market rally, c'est quoi ? C'est que, alors, bear market, c'est un marché baissier. Ça voudrait dire qu'on est passé d'un marché haussier à un marché baissier. Et un rallye de bear market, c'est un rebond technique à l'intérieur d'une séquence baissière. Donc, on baisse fin février, début mars. On reprend 15%. C'est un rebond de marché baissier. Puis, on voit bien que ça retombe rapidement. Ça ne change pas la dynamique de fond. Non. Et c'est ce qui peut permettre à des investisseurs coincés d'alléger si le marché remonte. C'est ce qui peut permettre à ceux qui ont, je dirais, l'expérience ou le cran d'acheter quand on a peur, comme ici, de faire des gains de court terme. Mais il faut le rappeler, pour l'investisseur débutant ou l'investisseur de moyen long terme, c'est surtout une période d'incertitude où il ne faut peut-être pas faire grand-chose. Oui, c'est ça. Effectivement. Attention, quel profil de risque, quelle capacité vous avez à gérer effectivement des phénomènes de marché parfois importants. Si on essaye d'élargir un petit peu au-delà des marchés actions, effectivement, un mouvement de soulagement, rallye de bear market, qu'est-ce que ça implique sur les classes d'actifs, Nicolas ? Ça implique qu'on peut avoir un rebond donc, sur l'ensemble des différents indices, sur aussi les valeurs les plus survendues, les plus baissières depuis le début de l'année, et qu'on peut avoir des achats tactiques là-dessus. Ça peut engendrer de l'appétit pour le risque pour les crypto-monnaies, si ce n'est que les crypto-monnaies, c'est une des classes d'actifs ultra spéculatifs qui profitaient de l'ultra-liquidité. Donc on peut avoir un rebond technique, mais ça ne reste qu'un rebond technique. Et en fait, sur la plupart des actifs, je ne nous vois pas sortir des zones de prix que nous travaillons actuellement. Par contre, je pense qu'il faut complètement oublier le directionnel. On n'est plus dans un marché directionnel, on est dans un marché erratique. Et du coup, soit on attend,
soit on fait vraiment du tactique. Voilà, des achats dans les creux sur des dossiers survendus, des rattrapages sur des secteurs qui ont été complètement délaissés. Mais on ne revient pas, par exemple, vous voyez, sur les small caps. Oui, je comprends. Parce que les small caps ont besoin de bien plus de temps pour que les particuliers reviennent, pour que les gestions reviennent, etc. Il y a une question clé autour des GAFAM. Alors, le Nasdaq, on l'a beaucoup décrit avec vous. La correction a commencé déjà à l'automne 2021, avec la partie la plus spéculative. On a beaucoup de valeurs. Une bonne moitié du Nasdaq qui est déjà à moins 40, moins 50. Certaines sont à moins 70. Mais le Nasdaq n'est qu'à moins 20 parce que quelques GAFAM ont bien tenu. Oui. On peut raisonnablement s'appuyer sur cette idée-là encore pour la suite, ou est-ce que le risque, c'est plutôt de voir une forme de capitulation finale qui entraînerait quelques GAFAM, Microsoft, Apple, Alphabet, Google, qui sont encore en train de tenir le marché américain, en tout cas qui permettent au Nasdaq de ne pas être à moins 40 et d'être seulement à moins 20. Alors, c'est là où, quand on est investi sur les marchés, il y a toujours un risque de jouer trop fort. L'excès de pessimisme à l'heure actuelle me semble risqué, dangereux. Parce que justement, en fait, on a eu les small caps qui ont lâché, puis les big caps qui ont lâché. Maintenant, on a les méga caps américaines qui tiennent le marché. Alors, c'est une poignée, puisqu'on a vu Meta, Netflix et d'autres littéralement lâcher. Donc là, on parle de Microsoft et d'Apple qui, à bout de bras, grâce à des chiffres quand même mirobolants, rappelons-le, tiennent les indices. Si eux lâchent à leur tour, là, c'est un effet domino et on passerait à ce moment-là au stade supérieur de la peur à la panique. Ce qui serait de nouveau une source d'opportunité. Mais c'est pour ça que dans la zone actuelle, on peut être en partie investi, mais pas non plus trop confiant. Non. Le concept du bear market rally qu'il faut expliquer peut-être en ce début de deuxième trimestre sur les marchés. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Donc Nicolas Chéron, je le rappelle, stratégiste de Zone Bourse qui était avec nous, et Fabrizio Pagani qui nous accompagnait également en plateau Musinic. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure sur Bismart.